l'exploitation de la résine, des produits résineux, et aussi d'ailleurs l'exploitation des bois, est une activité qui remonte au moins au Moyen-Âge. La question importante était de savoir à quel moment on a commencé à passer à la création de forêts sur les landes pastorales, au détriment du désert, et à quel moment donc on ne s'est plus contenté d'exploiter les forêts naturelles qui pour la plupart étaient sur les montagnes ou alors le long de cours d'eau, à commencer par la Leyre, parce qu'il y avait aussi beaucoup de forêts dans la vallée de la Leyre. C'est certainement dans le Marensin que l'expansion de la forêt se fait, et j'ai pu trouver dans des documents bayonnais du XVe siècle que déjà on voit des produits résineux et des planches qui circulent sur l'ancienne embouchure de l'Adour jusqu'à Bayonne, où là elles sont chargées à destination des marchés étrangers, principalement de l'Espagne. Et par ailleurs encore, le Marensin et les régions du sud des Landes bénéficiaient de statuts juridiques extrêmement avantageux qui, entre autres, permettaient à certains propriétaires ou certains landais plus audacieux que d'autres, leur permettaient de s'approprier des landes vacantes, et ça s'appelait la perprise. Le meilleur moyen de mettre la lande pauvre, la lande de sable en valeur, c'est bien le pain maritime, et on l'a compris très vite. Dès le Moyen-Âge, il faut savoir que la forêt landaise est en pleine mondialisation. Vous avez des populations, vous avez des villages dans les Landes qui ne vivent quasiment que de la vente de leur résine et parfois de leur bois, et qui importent du grain. L'idée d'un pays landais qui est complètement déconnecté du monde extérieur et dépourvu d'échanges fait partie de ces idées fausses qui ont beaucoup nuit au pays. Pourquoi toutes ces mythologies absolument ahurissantes où on décrit une population complètement sauvage? Ces bergers landais, certains disent par exemple qu'ils n'ont d'humain que la forme. Ils sont surtout proches des bêtes dont ils ont emprunté la peau, les fameuses peaux de mouton des bergers. Ce sont des imbéciles parfaits, et avec eux on peut tout faire, à commencer par s'emparer de leurs landes sur lesquelles tout le monde veut spéculer. Car il y a dès le XVIIIe des projets spéculatifs extraordinaires et des utopies délectables d'ailleurs, tellement elles sont drôles, pour utiliser ces immenses déserts sur lesquels vous avez des dizaines de gens qui sont en train de rêver de mener des spéculations fructueuses, parce qu'ils sont convaincus que si les landes ne portent pas des prairies, des champs de céréales et de riches forêts, c'est parce que les habitants sont trop crétins pour l'avoir fait. Des gens au XVIIIe siècle qui arrivent, non, mais nous sommes la science, nous sommes l'intelligence, nous sommes la civilisation, et on va vous montrer comment on peut créer un pays nouveau. Donc la Lande était un vrai territoire de conflit, et l'une des raisons pour lesquelles on a mis tellement longtemps à transformer les landes en forêt, c'est que précisément, pendant très longtemps, on ne savait pas non plus à qui appartenaient les landes et comment faire sur le plan juridique pour, en quelque sorte, donner la possibilité de les transformer en forêts qui étaient forcément des forêts possédées par des propriétaires privés. Les communications étaient extrêmement peu aisées. Pour les voyages, par exemple, on sait qu'il fallait plusieurs jours pour traverser les Landes. Et surtout, pour porter les produits sur les marchés de Dax, de Bayonne, de la Teste, eh bien, il n'y avait pas d'autre solution que des caravanes de chars à bœufs, qui étaient des chars archaïques à 4 roues qu'on appelait des K, que Félix Ardodin a représenté. C'était très spectaculaire que de voir ces caravanes de chars à bœufs qui transportaient de la laine, des céréales, du seigle, du miel, et évidemment des produits résineux, et aussi beaucoup de charbon de bois, à destination des grands centres urbains comme Bordeaux, parce qu'il faut savoir que l'expansion urbaine de Bordeaux, mais aussi d'autres villes, a créé d'énormes besoins en bois de chauffage, en fagots, en charbon de bois, et que ça a beaucoup contribué au développement des forêts dans les Landes. En 1857, en fait, la véritable nature de la loi, c'est que, sous prétexte d'assainissement des Landes, on a beaucoup trop forcé le changement, et on a violenté les populations. Et on a créé un traumatisme qui s'est traduit dans les années 1869-1870, qui ont été des années très dures en plus pour la forêt dont les revenus baissaient, qui s'est traduit par des révoltes, qui s'est traduit par de gigantesques incendies.
Et toutes ces protestations, toutes ces révoltes, parce qu'on peut vraiment parler de révolte quand il y a eu des dizaines de milliers d'hectares récemment créés qui ont brûlé par des incendies délibérés, toutes ces révoltes ont été étouffées sous cette mythologie officielle d'un des plus grands progrès de l'histoire de l'humanité, qui était donc cette forêt magnifique créée à la place d'un désert peuplé de sauvages. Puis, avec l'essor des moyens de communication et de transport, le train évidemment, eh bien, il va y avoir donc un véritable boom de l'exportation de bois. Le grand problème du bois de pin, c'est qu'il était putrescible, c'est qu'il n'était pas utilisable très longtemps parce que tout simplement il pourrissait. Et il y a un inventeur bordelais, un ingénieur bordelais qui s'appelait Boucherie, qui a mis au point un système d'injection d'un produit dans les bois qui permettait de les rendre imputrescibles et extrêmement solides. Ça s'est passé à peu près vers 1850. Et l'invention de ce système, de ce procédé Boucherie, a permis que se mettent en place d'immenses chantiers d'injection et d'immenses usines de fabrication qui correspondaient tout à fait aux produits qui étaient demandés à ce moment-là. Donc là, vous avez une véritable révolution industrielle, et cette révolution industrielle est due à la fois à la progression de la forêt, à une invention technique qui va permettre l'usage des pins à cet effet, et à l'essor des transports, notamment par le chemin de fer et par les routes agricoles. Cette combinaison va en quelque sorte donner une sorte de gigantesque impulsion à ce qu'on appelle aujourd'hui la filière bois, mais qu'on voit remonter non pas au début du XXe siècle, mais carrément au Second Empire. Et c'est en 1925, je crois, qu'on construit l'usine de Mimizan, dont le site effectivement est choisi par mon grand-père, qui a été un des protagonistes de cette fondation industrielle. C'est en 1925 que le site de Mimizan est choisi pour faire une des plus importantes papeteries landaises, qui est en plus quasiment la seule qui soit restée indépendante et entre les mains de capitaux landais pendant de nombreuses décennies, et qui va donner le groupe Gascogne, qui initialement était uniquement une usine papetière qui a longtemps été prospère. Le métier de résinier, il faut dire, est un métier qui d'abord posait de nombreux problèmes de statut, car les résiniers étaient des métayers et la part qui leur revenait leur semblait insuffisante, à juste titre d'ailleurs. Le marché de la résine s'est quand même détérioré de manière continue entre les années 1920 et puis la deuxième moitié du XXe siècle. Donc si vous voulez, c'est pour des raisons sociales et humaines que l'extraction de la résine s'est progressivement éteinte dans le courant du XXe siècle, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne réapparaîtra pas un jour, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il suffit d'une innovation technique, il suffit d'une trouvaille d'ingénieurs, et actuellement je pense qu'on y travaille, pour modifier complètement à nouveau la donne et pour que renaisse cette industrie. Car c'est vraiment extrêmement dommage qu'un tel gisement de matières premières soit aujourd'hui inutilisé dans les Landes.